La Martinique, c'est quand même une terre traumatique, quoi, dès le départ, quoi. Une espèce de concentré de tout ce que l'on peut avoir de plus exigeant en matière de gestion de crise. La situation de crise, c'est une situation qui va dépasser les capacités de fonctionnement classiques d'un hôpital. On ajoute à la crise lorsqu'on improvise l'organisation. Ce qui va vous arriver ne correspondra pas au plan. Quand on parle de planification, on parle de processus. Il y a un aspect qui est nouveau, c'est l'aspect médiatique. La formation, c'est un des premiers moyens, sinon le premier moyen de la prévention. Héros malgré lui de ce spot diffusé dans les pharmacies de Fort-de-France, le moustique Aedes aegypti est le responsable d'une épreuve sanitaire qu'affronte régulièrement la Martinique, la dengue. Aucun vaccin n'existe contre cette maladie virale qui peut dégénérer en fièvre hémorragique. En 2010, les Antilles ont été confrontées à l'épidémie de dengue la plus importante de toute la décennie. C'est une épidémie qui a duré 36 semaines, qui est une durée assez exceptionnelle. L'alerte a été donnée cette semaine-là, au mois de juin, et le pic épidémique est arrivé avec 4000 cas dans une semaine au mois d'août. Au total, 40 000 cas de dengue seront comptabilisés en Martinique, soit 10% de la population de l'île. L'ampleur de l'épidémie oblige les autorités à demander la mobilisation de l'armée. Objectif : éliminer les gîtes larvaires, ces réservoirs d'eau stagnante où se reproduisent les moustiques. Les militaires interviennent en priorité dans les écoles, quelques jours avant la rentrée scolaire. Dans les hôpitaux, comme ici à Fort-de-France, les patients sont de plus en plus nombreux. Un surcroît de travail pour les personnels comme ceux du laboratoire de virologie, immunologie, qui analysent les échantillons de sang à la recherche du virus de la dengue. Au plus fort de l'épidémie, il nous est arrivé de recevoir au moins 80 à 90 échantillons par jour. Il y avait des collègues qui arrivaient très tôt, vers 7h, 7h30 du matin, et d'autres qui partaient vers 20h, en travaillant en décalé, 8h en décalé. Ça permettait de traiter un maximum d'échantillons. La dengue est l'un des nombreux risques que doit gérer ce département d'outre-mer. Risques sanitaires, mais aussi risques naturels, inondations, glissements de terrain, cyclones. Située sur une zone de faille, la Martinique est régulièrement touchée par des tremblements de terre et ces maisons construites sur les collines de Fort-de-France ne résisteraient probablement pas longtemps à un séisme majeur. En matière de crise, l'île constitue donc un véritable laboratoire. La Martinique est au cœur de toutes les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui en matière de gestion de crise. Vous avez des grands désastres naturels, enfin des occurrences de risque sur des grands désastres naturels, cyclones, séismes, volcans, tsunamis, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer en la matière. Mais vous avez aussi des problématiques de type crise sociétale. Vous avez aussi tout ce que vous pouvez toucher de plus sensible sur le plan hospitalier, sanitaire. Nous avons potentiellement une multitude de risques et que nous vivons au quotidien. Depuis l'année 2006, nous n'avons pas passé une année sans être confrontés à une situation de crise. Le phénomène de l'insularité et de l'éloignement aggrave cette vulnérabilité en termes de réponse. La Martinique, ou la Guadeloupe, ou les îles du Nord ne peuvent compter qu'entre elles pour faire face initialement à une crise importante. Il faut compter, les scénarios sont à peu près d'une réaction en interne à peu près de 24 heures à 48 heures avant qu'il y ait un apport massif et un renforcement de la métropole face à une crise donnée. La crise, sa gestion par le système sanitaire, une problématique dont devait se saisir la NFH Martinique. À l'initiative de ces instances régionales, la jeune délégation a ainsi organisé un séminaire sur ce thème. Baptisé « La crise dans tous ses états », ce rendez-vous d'échange et de réflexion s'est tenu à Fort-de-France les 27 et 28 octobre 2011. Près de 200 professionnels ont répondu à l'invitation de l'OPCA de la fonction publique hospitalière. Il faut évidemment qu'on commence par la question de base. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Pendant 2 jours, militaires, médecins, cadres hospitaliers, responsables institutionnels, représentants d'associations, acteurs du monde économique se sont succédés à la tribune pour témoigner, échanger, sensibiliser.
Ça fait partie des missions de la NFH que d'organiser des rencontres ou des journées sur des sujets qui sont des sujets d'actualité sur un plan régional. On est vraiment dans notre cœur de métier. La formation, c'est un des premiers moyens, sinon le premier moyen de la prévention. Se former à titre personnel, se former à titre collectif sur les plans, sur les moyens de prévention, c'est déjà une des premières choses pour pouvoir faire face à une crise lorsqu'elle survient. Un séminaire comme celui-ci est essentiel parce que il donne des informations, mais surtout il fait accéder à une culture. Les gens qui baignent pendant 48 heures dans ce petit monde-là d'échanges souvent effervescents au moment des discussions, eh bien, ressortent avec une nouvelle culture qu'ils n'avaient pas forcément en arrivant, qui est la culture du risque. Aujourd'hui, vous n'avez pas une journée qui commence sans qu'on vous parle déjà de crise. Et quand vous terminez la journée, vous avez l'impression que vous êtes au bord de l'apocalypse. Donc, ce qui est extrêmement important dans ce type de séminaire, c'est de clarifier ce qu'est véritablement un niveau de crise et comment on peut et on doit se comporter par rapport à ces différents niveaux. Pour moi, la crise, tout simplement, c'est un mauvais moment à passer. Et ça dit d'une certaine façon un petit peu tout, dans la mesure où il faut évidemment que nous nous soyons préparés à ce mauvais moment, fassions en sorte qu'il soit le plus court possible pour pouvoir obtenir ensuite un niveau d'équilibre, un niveau de vie normal. Une crise, c'est tout ce qui est susceptible de perturber la vie collective. Donc c'est très générique, ça peut être, et ça englobe toute nature de crise, qu'elle soit de risque naturel, risque technologique ou risque sociétal. J'étais de garde ce soir-là. Bon, la nuit a commencé comme les autres nuits. Il était aux environs de 2h ou 3h du matin. Donc on a entendu des cris. Donc on s'est orienté vers ces cris. Et on a vu l'affluence de l'eau entre le bâtiment, l'arrière du bâtiment principal et la maison de retraite était envahie par l'eau. 5 mai 2009, des pluies diluviennes s'abattent sur la Martinique. Au sud de l'île, la rivière Cacao, qui traverse la commune de Saint-Esprit, déborde. L'hôpital est inondé, la maison de retraite et le rez-de-chaussée du bâtiment principal sont envahis par les eaux. Quand on est arrivé à l'extérieur, on a essayé de casser les carreaux parce qu'on avait 4 patients dans cette chambre, et dont 2 personnes âgées, qui flottaient sur les matelas à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Et tout le monde paniquait, tout le monde criait, parce qu'il y avait plus de 1,80 m d'eau. Et nous, on n'arrivait pas à casser les persiennes, parce que c'est des vitres blindées, c'est de l'anticyclonique. Même avec la hache, on avait du mal. Cette nuit-là, l'hôpital de Saint-Esprit ne peut compter que sur lui-même. Le standard téléphonique ne fonctionne plus. Bloqués par les eaux, les pompiers ne pourront intervenir qu'au petit matin. Les dégâts sont considérables. On est dans une situation qui n'était pas prévisible en l'état. Et là, la question n'était pas de se dire « tiens, on a besoin de déclencher un plan blanc parce qu'on a besoin de faire venir du personnel sur site », mais la question c'était de se dire déjà comment sauvegarder les personnes qui étaient en place sur un temps relativement court, puisque l'eau est montée d'une manière violente et dans un temps relativement court. Donc là, le plan blanc peut trouver son sens dans un deuxième temps éventuellement, mais pas au moment de la crise aiguë. L'hôpital est ainsi quelquefois confronté à une véritable page blanche. Ce fut aussi le cas le 29 novembre 2007, un violent séisme frappe les Antilles. Le centre hospitalier de Trinité est durement touché. Au cœur de l'établissement, cette tour, qui faisait à l'époque 8 étages, subit de graves dommages. Alors ce jour-là, je me trouvais donc dans la tour, il y avait au 7e étage, tour qui a été bien sûr arasée depuis. Ce que j'entendais surtout, c'est que les gens qui étaient dans la panique, des cris, des bruits, des plafonds qui retombaient. C'est après simplement, quand ça s'est terminé, on a dit mais oui, mais il reste des patients, il faut aller voir ce qui se passe. Par chance, le tremblement de terre ne fera pas de victimes. Mais la tour doit être évacuée. Tous les patients sont alors dirigés vers d'autres hôpitaux de l'île. On se prépare dans les hôpitaux, mais plutôt pour l'inverse. C'est-à-dire qu'on se prépare pour accueillir des patients en crise, en situation de crise, et non pour les évacuer. Donc c'est plutôt les types de préparation, de plans dont on dispose.
sont plutôt, disons, destinés à accueillir un flot de patients. Donc effectivement, il n'y avait pas de règles préétablies et de conduite à tenir sur cette évacuation d'établissement. Toutes les causes de crise ne sont pas les mêmes. Et donc, selon que l'on soit confronté à un séisme, à un cyclone, à une inondation, à un accident, etc., les réponses, même s'il y a un tronc commun, doivent être parfois différentes sur certains aspects. Donc il faut des plans adaptés à chacune des situations de crise. Mais ce qui va vous arriver ne correspondra pas au plan. Et la première victime de la situation de crise, ça va être le plan lui-même, qui va être explosé par les réalités que vous allez avoir à rencontrer. Quand on parle de planification, on parle de processus, on parle d'une démarche logique. Mais ce n'est pas une démarche logique qui permet de résoudre un problème. C'est l'intelligence des gens qui, avec une analyse la plus précise et la plus intelligente possible, va conduire à un résultat adapté. Donc, parler de recettes toutes faites, c'est une recette pour l'échec. Allô, le SAMU, bonjour. En première ligne, en situation de crise, le SAMU de Martinique intervient sur l'île, mais aussi dans toute la zone Caraïbe. Oui, tu me les passes, Kathleen ? Ce fut le cas après le 12 janvier 2010. Ce jour-là, un séisme de magnitude 7,3 touche Haïti, à 1300 km au nord de la Martinique. L'appel est donc arrivé un soir, le 12, et dès que l'appel a été reçu, on a eu une confirmation comme quoi quelque chose de grave s'est passé à Haïti. Et on a déjà commencé à organiser les départs des personnes qui étaient susceptibles de partir. On a eu, comme chaque fois dans chaque crise, aucun problème pour trouver des volontaires pour partir. Le lendemain, une première équipe de 5 personnes décolle de Fort-de-France. Sur place, le bilan s'élèvera à plus de 230 000 morts et 200 000 blessés. À son arrivée, l'équipe participe aux opérations de sauvetage des blêments, prend en charge les ressortissants français, organise les évacuations sanitaires. J'ai cherché d'emblée quels blessés les plus intéressants individuellement pour eux pourraient bénéficier de chirurgie spéciale sur la Martinique et la Guadeloupe. Et comme il y avait donc d'une part des avions pour amener des secouristes, des équipes médicales, repartaient ensuite dans l'autre sens avec des blessés. À Fort-de-France, il faut s'organiser pour faire face à cet afflux de blessés tout en continuant à assurer le quotidien. Entre le 13 janvier et le 3 février 2010, 133 victimes du séisme seront admises ici, au CHU. Ici, on avait installé des tables avec de quoi prélever des bilans, un médecin, des infirmières, un tableau pour lister précisément les patients qui arrivaient et où est-ce qu'ils allaient. Et il y avait aussi donc des renforts de médecins, d'anesthésistes et d'infirmiers qui pouvaient accompagner les plus graves vers le scanner, vers un déchoc supplémentaire qui avait été ouvert, justement pour que le déchoc habituel ne soit pas surchargé, sachant qu'il n'y a que 3 postes. Donc il fallait absolument qu'on ait d'autres postes de déchocage. On a reçu chaque jour beaucoup moins de victimes que prévu, mais finalement chacune de ces dizaines de victimes est venue se cumuler sur plusieurs semaines, à tel point qu'il a été parfois difficile de prendre en charge des patients martiniquais. Et donc, autre aspect extrêmement important sur le rôle du plan blanc, c'est la communication. On ne peut pas concevoir d'une crise sans communiquer. Mais cette communication doit être contrôlée et de façon à qu'elle soit positive et participer à la gestion de la crise vis-à-vis de la population. Il y a une communication institutionnelle envers les institutions qui doivent concourir à la gestion de la situation de crise. Il y a une communication pour les professionnels qui auront à prendre en charge des malades ou des blessés ou la population simplement. Quand ça dure plusieurs semaines, le personnel se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Notre activité, elle est impactée jusqu'à quel niveau ? Ceux qui étaient impliqués directement se demandaient jusqu'à quand ça allait durer, comment ils allaient en sortir, parce que parfois ça a été difficile. Et puis en externe, qu'est-ce qu'on dit à la population ? Et cette communication envers la population, elle ne peut pas non plus être improvisée. Il faut de l'expérience parce qu'on a constaté dans certains cas que la communication, encore une fois, peut ajouter à la crise. Je pense que les clés d'une bonne communication, c'est certainement une préparation de cette communication. Il ne faut pas se laisser emporter, emballer. La préparation, la sincérité dans le propos, parce que si on n'est pas sincère, on le paye rapidement et à moyen long terme, c'est catastrophique.
Et puis il faut être modeste parce qu'on n'a pas à se vanter de ce que l'on a fait. On va de toute façon, à un moment ou à un autre, être débordé par la situation. Et donc, ce n'est pas la peine d'avoir fait le fanfaron à un moment donné. Mieux vaut dire, voilà, nous avons des difficultés, les choses sont compliquées. Soyez assurés d'une chose, c'est qu'on va faire tout notre possible. Mais à un moment donné, on ne pourra pas éviter d'être débordé. À ce moment-là, on va compter sur votre civisme, on va compter sur l'engagement des professionnels, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira le moins mal pour la société qu'on a tous ensemble la responsabilité de faire vivre. Pour la NFH Martinique, l'organisation de ce séminaire constitue une première étape. Après l'échange d'expériences et de pratiques, il importe désormais d'inventer et de déployer des outils et des formations permettant d'améliorer la préparation et le pilotage des situations de crise. Un chantier majeur pour les établissements martiniquais et caribéens, un chantier qui profitera aussi à l'ensemble de la communauté hospitalière. Et ceux qui réussissent, généralement, sont ceux qui sont préparés. Voilà, merci.